Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match. 4 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République qui succède à François Hollande avec un score de 66%, une élection même plus large que prévu, largement supérieure à tous les sondages qui prévoyaient plutôt en dessous de 65. Mais il faut dire que le dernier débat de l'entre-deux tours a été fatal à Marine Le Pen qui a dévissé dans les derniers jours, offrant à Emmanuel Macron une victoire large, nette et sans bavure, même si il faut quand même indiquer que 25% des Français se sont abstenus et que 4 millions d'entre eux se sont exprimés sans faire de choix puisqu'ils ont déposé des bulletins blanc ou nul, voilà pour les résultats. En tous les cas, Emmanuel Macron, depuis son élection dimanche soir, 20h, fait un véritable sans faute. Sa cérémonie au Louvre était très réussie, majestueuse, présidentielle, avec tout ce que la Ve République comprend de verticalité. Emmanuel Macron est passé instantanément du statut de candidat à celui de président de la République avec cette retenue, cette fête sobre, lui à la tribune faisant un discours, rejoint ensuite par son épouse, puis par la famille et des jeunes pour une Marseillaise finale et une fête finalement assez courte puisqu'il a rejoint le QG. On l'a revu le lendemain à l'Arc de Triomphe à l'invitation de François Hollande pour les commémorations du 8 mai. Et là on a vu un Emmanuel Macron tout en retenue, essayant de garder ses distances avec un président François Hollande qui lui manifestement avait envie de tenir dans ses bras le nouveau président comme s'il voulait finalement profiter de la légitimité de son successeur, de son ancien ministre, celui qu'aujourd'hui il voudrait bien qu'on se souvienne que c'est lui qui l'a nommé, en quelque sorte c'est lui qui l'aurait finalement offert à la France. L'histoire est bien sûr beaucoup plus compliquée puisque Emmanuel Macron a claqué la porte de son gouvernement, s'est émancipé et ensuite a connu la trajectoire triomphante qui l'a amené à se faire élire président de la République à 39 ans, un record historique. Un sans faute aussi avec un Emmanuel Macron qui fait attention à toutes ses sorties, qui cale ses passes, sait qu'ils sont scrutés à la loupe. On l'a encore vu mercredi matin lors de la commémoration pour l'abolition de l'esclavage, où on a vu Emmanuel Macron, pareil, en retenue derrière le président sortant, restant à sa place. Et évitant les petites phrases d'humour qui évidemment seraient commentées comme une faute ou une petite bourde. On n'en commet pas, on voit bien qu'il a réfléchi au début de son mandat, qu'il a tiré en quelque sorte les erreurs à la fois de Nicolas Sarkozy en 2007 qui s'était perdu dès les premières heures de son élection et François Hollande qui lui rapidement voudra jouer de la normalité de la présidence alors qu'au fond, c'est sans doute ce qu'il leur a perdu. Emmanuel Macron ne sera pas un président normal, on l'a compris, ce sera un président anormal, un président vertical, jupitérien, un président qui revient au fond à l'essence, aux origines de cette Ve République, où le président est évidemment un homme au-dessus des Français, parce que les Français le désignent, il a beaucoup de pouvoir, c'est probablement le pays qui offre le plus de pouvoir au président de la République, et on voit bien que c'est un président qui va trancher, qui semble savoir où il va. Maintenant, le plus dur va commencer, puisque après la cérémonie d'investiture dimanche 14 mai, il devra passer aux premières décisions, sortir en quelque sorte de l'ambiguïté, premièrement par le choix de son Premier ministre, et ça, ce sera un élément très important, notamment dans la perspective des élections législatives, où le président En Marche, c'est-à-dire du nom de son fameux mouvement qu'il a rebaptisé d'ailleurs La République En Marche, va devoir choisir entre un Premier ministre issu de la gauche ou issu de la droite. Et là, évidemment, les difficultés vont commencer. On sait que la tendance est plutôt pour nommer quelqu'un issu de la droite, du centre-droit, pour aller fracturer l'opposition actuelle des Républicains, le camp qui paraît le plus en mesure de faire un bon score aux législatives, d'avoir même plusieurs dizaines de députés, voire même peut-être 200 députés selon les premières projections, contrairement au Parti socialiste qui lui est déjà en
en ruine et devrait revenir avec très peu de députés. Ne parlons pas du Front National et de la France Insoumise qui devraient connaître à leur tour des difficultés. Non, Emmanuel Macron ne se trompe pas de cible. Il veut tout de suite fracturer les Républicains, les fracturer peut-être pas par la moitié, mais aller nommer quelqu'un de centre droit. Plusieurs noms circulent, de Xavier Bertrand qui aurait dit non aux dernières nouvelles, le président de la région Hauts-de-France, celui qui a battu au fond Marine Le Pen, un petit peu comme Emmanuel Macron, une sorte de laboratoire peut-être du macronisme, ce que fait Bertrand, mais aux dernières nouvelles il serait plutôt contre. Alors il y a d'autres noms qui circulent, et notamment celui d'Édouard Philippe, maire du Havre, proche parmi les proches d'Alain Juppé. Et on voit bien l'intérêt pour Emmanuel Macron d'aller chercher un homme proche d'Alain Juppé pour fracturer l'opposition et faire venir à lui un certain nombre de parlementaires juppéistes, un certain nombre de grands élus juppéistes. D'ailleurs, on devrait voir rapidement sur les listes En Marche des investitures de candidats du centre droit. Le plan est prêt, c'est un plan qui vise à rassembler au fond un noyau central qui irait de Jean-Yves Le Drian au Parti Socialiste jusqu'à la droite d'Alain Juppé, le grand centre droit des Républicains. Et à partir de cette base, Emmanuel Macron devrait constituer avec son Premier ministre un gouvernement où on retrouvera probablement un tiers de personnalités du centre droit, un tiers de personnalités du centre gauche, voire des anciens socialistes et même probablement un ancien ministre socialiste avec Jean-Yves Le Drian. Et puis bien sûr un pôle société civile avec des personnalités peu connues, mais selon les termes d'Emmanuel Macron, compétentes sur les dossiers qu'elles auront à gérer. On pense notamment aux questions économiques, aux questions écologiques, aux questions de santé, où des noms circulent déjà parmi les gens qui ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron. En tous les cas, l'objectif, le défi premier d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est bien sûr les législatives, d'obtenir cette majorité absolue, 289 députés, ce qui constituerait un exploit puisque son mouvement aujourd'hui compte 0 député. Il passerait ainsi de 0 à 289, du jamais vu sous la Ve République, mais c'est tout à fait jouable au vu des premières projections. On voit qu'Emmanuel Macron peut réaliser au fond, toute proportion gardée et dans des circonstances bien différentes, un petit peu ce qu'avait réussi François Mitterrand en 1981, et on pourrait avoir à ce moment-là une chambre en marche aux 2/3 par exemple. C'est tout à fait envisageable, même si les Républicains n'ont pas dit leur dernier mot. François Baroin, le chef de file de la campagne, l'ancien ministre de Jacques Chirac, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a pris la tête des Républicains en sale état après l'élimination de François Fillon. Mais ils organisent la résistance, ils ont refait le projet, le programme, on va dire plus sarkoïsé, même s'ils ont gardé des fondamentaux du programme de Fillon. Et pour l'instant, s'ils tiennent le choc, alors on verra après la formation du gouvernement s'ils résistent au débauchage qui ne devrait pas manquer. Mais les Républicains partent en campagne avec l'espoir affiché de gagner ces élections, ce qui sur le papier paraît bien compliqué, mais il pourrait résister et conserver plus de 200 députés. Ce n'est pas du tout impossible, même si ça paraît compliqué. Inversement, En Marche, on estime plutôt que le nombre de députés, les Républicains de droite, devrait largement diminuer. Certains évoquent le chiffre même de 120. On verra ce qu'il en est. En tous les cas, les élections ont lieu dans 6 semaines, les 11 et 18 juin. Elles sont déterminantes pour le nouveau président Macron, qui a besoin d'une majorité nette forcément pour gagner. Sinon, on entrerait dans une nouveauté totale, puisque jusqu'à présent, tous les présidents, depuis que le quinquennat est aligné sur les législatives, c'est-à-dire depuis 2002, ils ont toujours obtenu une majorité. Jacques Chirac en 2002, évidemment, après son score de maréchal de 82%. Nicolas Sarkozy en 2007 avait obtenu également une large majorité, même si entre les deux tours, entre le premier et le deuxième tour des législatives, il y a eu un correctif à la hausse qui avait permis aux socialistes de sauver les meubles. Et puis François Hollande, élu pourtant ric-rac face à Nicolas Sarkozy en 2012, avait obtenu une majorité nette
même si cette majorité n'a cessé de s'effriter tout au long du quinquennat à cause notamment des frondeurs. Il n'empêche aujourd'hui Emmanuel Macron, avec son score de 66%, avec ses débuts de président plutôt réussis et avec la possibilité de fracturer la droite selon les nominations qu'il fera dans son gouvernement, il est en mesure de décrocher cette majorité. Alors, il y a aussi une autre opposition, à part les Républicains, c'est le Front National, où visiblement il y a beaucoup d'interrogations sur la manière dont la campagne a été menée. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui vient d'annoncer qu'elle abandonnait la vie politique. Et puis du côté de Mélenchon, le torchon brûle avec ses alliés communistes. Alors évidemment, l'opposition ne se résume pas aux Républicains, il y a le Parti Socialiste, on en a parlé, ce sera très compliqué, mais c'est vrai que sur le papier, Marine Le Pen a réalisé un score qui lui permet, à l'issue du premier tour, elle était en tête dans 216 circonscriptions, et encore au deuxième tour, elle est à des scores très élevés dans plus de 45 circonscriptions. Combien fera-t-elle de députés? Il faut dire d'abord qu'elle a pris un coup sur la tête après son score au second tour. La campagne risque de se dérouler sur fond de règlement de compte à l'intérieur du FN où beaucoup critiquent sa fin de campagne. Et puis il y a eu ce coup de théâtre avec le retrait de la vie politique, au moins momentané, nous dit-elle, de Marion Maréchal Le Pen, qui apparaissait un peu comme l'opposante interne, qui avait été élue députée dans le Vaucluse à 22 ans et qui était promis un grand avenir. Elle a décidé pour des raisons personnelles et sans doute sincères de s'occuper de sa famille, mais surtout elle n'a pas voulu, dit-elle, être en quelque sorte instrumentalisée contre sa tante, ce qu'une partie du Front National et même une partie de ce qu'on appelle la droite hors les murs n'aurait pas manqué de faire, parce que Marion Maréchal Le Pen, elle incarne une ligne à l'intérieur du FN qui est différente de celle de Florian Philippot. En tous les cas, en se retirant, c'est un coup dur pour le Front National, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où elle était en quelque sorte la locomotive, et ça devrait peser et peut-être laisser quelques circonscriptions à la droite qui elle-même est en difficulté en PACA. En tous les cas, quand on regarde les chiffres dans le détail, on voit que le Front National ne fait plus de 35% que dans 21 circonscriptions. Et dans une élection où, pour pouvoir rester au second tour, il faut faire 12,5% des inscrits, il n'y aura pas tant de triangulaires que ça, selon moi, et encore moins des quadrangulaires. Ce qui fait que le Front National se heurtera sans doute encore à ce fameux plafond de verre des 50%. Et à mon sens, aura peu d'élus. Et moi, je pronostique plutôt un nombre d'élus de l'ordre de 15-20 plutôt que de 40-50, comme on peut le lire ici ou là. Quant à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il est monté dans les tours en annonçant qu'il serait le Premier ministre d'Emmanuel Macron. On peut toujours y croire, sans doute ses supporters y croient. Je crois que ce sera très difficile parce que le mouvement France insoumise, en quelque sorte, c'est pareil que le Front National, et même pareil qu'En Marche. Pratiquement pas de députés aujourd'hui, il faut passer de 0 à 289, ce qui paraît sur le papier très compliqué, d'autant plus qu'il y a la bisbille avec les communistes, qui sont plutôt une partie apprécie peu le jeu solo de Jean-Luc Mélenchon, donc ça risque d'être compliqué pour les candidats de France Insoumise. Pas sûr que Jean-Luc Mélenchon transforme l'essai de la présidentielle, où il a réalisé un excellent score, un peu plus de 19%, loin devant le Parti Socialiste, qui devrait un peu se refaire, compter sur ses sortants, et sans doute à l'arrivée, toutes ces candidatures de gauche qui vont se multiplier entre la candidature du PS, la candidature de la France Insoumise, voire la candidature du PC, d'un écologiste et d'autres, il risque d'avoir un embouteillage à gauche qui fera qu'à l'arrivée, ils seront sans doute tous éliminés, et je pense qu'il y aura peu d'élus de la France Insoumise. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il fait un pari personnel de se parachuter dans un nouvel endroit. Après Hénin-Beaumont en 2012, il est député européen de la grande région sud-ouest, il a été autrefois élu de l'Essonne, et bien cette fois-ci, il décide d'aller à Marseille, une des villes où il a fait son meilleur score. Maintenant, on le sait, les parachutages sont souvent délicats et c'est un pari risqué pour Jean-Luc Mélenchon qui pourrait, comme en 2012, finalement réussir sa campagne présidentielle et rater ses législatives.